Bonjour à toutes et à tous. Je suis Atmani Jbar, professeur à la faculté des sciences de la nature et de la vie, Université de Béjaïa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'adresser à vous tous et à vous toutes pour donner un aperçu sur la rédaction d'un article scientifique pour publication dans une revue internationale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire à travers cet enregistrement que ce travail a été le fruit d'une longue réflexion après avoir rédigé, publié, édité un certain nombre d'articles, après avoir servi de référé dans plusieurs revues internationales, consulté la littérature relative à la rédaction et après avoir aussi échangé des points de vue, que ce soit avec des collègues nationaux ou internationaux, donc je me suis dit qu'il était temps de compiler toute cette expérience au profit des jeunes collègues enseignants-chercheurs et aussi des étudiants inscrits en doctorat, afin de les aider un tant soit peu dans la rédaction et éventuellement, bien sûr, la publication de leurs résultats dans des revues de qualité, de renommée internationale. Ces articles, bien entendu, font partie des exigences pour la soutenance de thèses ou d'habilitation à diriger des recherches. Avant de commencer la rédaction et le choix de la revue, il est nécessaire, bien entendu, de juger son propre travail, donc de s'assurer de l'originalité du travail réalisé, de l'actualité du sujet traité. Il doit être conforme à la date d'aujourd'hui et que ce travail apporte des solutions à des problèmes posés. Donc, quelque part, il faut s'assurer que les résultats obtenus en utilisant des méthodes appropriées cadrent parfaitement avec une hypothèse de départ. En somme, il s'agit d'apporter des réponses claires et appropriées à des problématiques d'actualité préalablement définies et scientifiquement posées pour passer par la suite au choix d'une revue dans laquelle on aimerait publier son travail. Dans ce chapitre, effectivement, le choix de la revue est très difficile parce que il y a beaucoup de revues, certaines sont meilleures que d'autres, dans la même spécialité ou thématique, il y en a plusieurs revues. Donc il va falloir opérer un choix judicieux pour rédiger déjà le travail et le soumettre à publication. Les articles que nous avions consultés déjà pour rédiger nos propres travaux sont des articles qui sont publiés dans un certain nombre de revues et les plus significatifs et les plus proches du travail que nous avons mené, proviennent de quelques revues uniquement, quelques 2 à 3, probablement 4 ou 5 revues. Donc notre choix, il est véhiculé déjà par le type d'articles que nous avons consultés dans certaines revues. Aussi, il va falloir lire des articles récents afin d'identifier les thématiques les plus proches de la nôtre
et pour nous aider à choisir les revues dans lesquelles on pourrait publier nos propres résultats. Il faut aussi, pendant le choix de la revue, prendre en considération le taux de rejet de celle-ci, de ces revues. Et il faut privilégier, par exemple, au début de sa carrière, les revues à facteur d'impact intermédiaire ou même relativement bas pour pouvoir s'assurer quelques publications au départ et monter en exigence au fur et à mesure qu'on avance et qu'on produit des articles de qualité de plus en plus élevée. Comme disait l'adage, cueillez d'abord le fruit le plus proche avant de tenter par la suite de cueillir les fruits les plus éloignés de l'arbre. Pour ces exigences de la revue, chaque revue possède sa propre façon de compiler les articles. Donc, il est très important de télécharger et d'imprimer le guide aux auteurs. C'est dans ce guide aux auteurs qu'on trouve toutes les indications relatives au format de l'article et des différentes rubriques qui y sont contenues. Donc, il va falloir lire attentivement et soigneusement et plusieurs fois, s'il le faut, ce guide aux auteurs afin de bien comprendre les procédures de rédaction et de soumission de l'article et de les appliquer convenablement, notamment en ce qui concerne la structuration générale de l'article, la présentation des figures et des tableaux, la citation des références, et éventuellement voir de près les frais de publication parce que il existe des revues dites prédatrices qui demandent des frais de publication alors que leur qualité est plutôt médiocre. Et il existe aussi bon nombre d'universités qui n'acceptent pas des articles publiés dans des revues payantes. Donc il va falloir s'assurer aussi de tous ces aspects en dehors de la qualité du travail lui-même. En somme, lorsque on applique bien les directives de la revue, on s'assure déjà qu'on n'aura pas un rejet inutile de forme, même si le fond est extraordinaire. Et on évite une perte de temps pour la réécriture et la resoumission de l'article. En conclusion, dans cette exigence des revues, il faut s'assurer qu'on donne de la considération particulière à notre travail en lui réservant la meilleure présentation possible. Une meilleure présentation facilite aussi le travail des reviewers. Lorsqu'on regarde aujourd'hui un article dans n'importe quelle revue, on constate qu'il est structuré autour d'un titre, suivi d'un résumé, suivi de la structure dite IMRAD par rapport à introduction, matériel et méthode, résultats et discussion. Mais dans la procédure de rédaction, nous suggérons de ne pas tomber dans l'erreur de chercher un titre ou de chercher un résumé avant d'avoir compilé les résultats et écrit la méthode. C'est pour cela qu'on commence d'abord par la préparation des résultats, sous forme de figures, sous forme de tableaux, et par la suite de rédiger la partie matériel et méthode. Une fois que les résultats sont connus, sont présentés, on écrit la méthode ou les méthodes qui ont abouti à l'obtention de ces résultats.
ce n'est qu'une fois qu'on a écrit matériel et méthode qu'on revient aux résultats préparés pour les présenter maintenant et les discuter. Une fois cela fait, on arrive inéluctablement à la formulation d'une conclusion, et c'est maintenant qu'on peut introduire bibliographiquement notre thématique de l'article en écrivant une introduction complète, suivie d'un résumé et éventuellement des résumés graphiques. Certains articles, effectivement, demandent, aux côtés du résumé, un résumé graphique qui n'est pas un résumé sous forme de mots, mais une compilation de figures, de tableaux, de certaines indications les plus culminantes de l'article. Et on écrit par la suite un titre descriptif. On cherche 4 à 6 mots-clés représentant le noyau nodal de l'article, des mots à travers lesquels l'article tourne autour plusieurs fois. Puis, on remercie les personnes et les institutions qui y ont intervenu, et finalement, on écrit les références bibliographiques. Ceci nous amène à parler de la consistance de l'article et de toutes ces parties que je viens de citer, à commencer par le titre. Un titre doit être clair, doit être court, avec 1 à 2 lignes, tout au plus. Le résumé ou l'abstract contenu dans une page ne doit pas excéder quelques 300 mots. Une introduction objective ne devrait pas dépasser les 2 pages. La partie matériel et méthode peut être rédigée en 2 à 3 pages, alors que la discussion, les résultats et la discussion peuvent prendre effectivement la part du lion de l'article en le réservant au résultat et à la discussion, une dizaine, une quinzaine de pages, voire un peu plus parfois. Avec une conclusion sous forme d'un seul paragraphe, les figures et les tableaux qui vont accompagner, bien sûr, peuvent contenir quelques 5 à 7 pages pour les figures et 2 à 3 pages pour les tableaux, avec une 50aine de références bibliographiques au maximum, suivies d'éventuels matériels supplémentaires lorsque certains résultats ne sont pas très significatifs, mais complémentaires, qu'on peut donc mettre sous forme de matériel supplémentaire. En somme, un article de recherche peut nous prendre approximativement quelques 35 pages avec un interligne double et des marges de 2 ou 2,5 cm. Lorsqu'on commence à rassembler les résultats, il faut d'abord décider quels résultats mettre sous forme de figure et lesquels doivent être mis sous forme de tableau. Dans certains cas, le choix il est facile à faire. On décide par exemple pour les tableaux, lorsque nous avons affaire à des résultats chiffrés, à une précision mathématique. Lorsqu'on veut montrer un chiffre ou bien un taux ou bien un pourcentage par exemple, il n'y a pas mieux que d'écrire que 85% ou 90%. Alors que les figures sont généralement sous forme de courbes de tendance pour la comparaison de résultats. La première figure doit être à la fois inspirante et attrayante pour guider le lecteur vers d'autres figures, pour qu'il soit plus curieux pour avancer dans la lecture. Donc il faut choisir les meilleures illustrations au départ.
que ce soit les figures ou les tableaux, il faut qu'ils soient bien préparés, bien présentés. C'est une question de forme, mais qui est aussi importante que le fond. On ne cessera jamais de dire que de bons résultats, lorsqu'ils sont bien présentés, sont bien meilleurs qu'une présentation simple ou médiocre même. Les tableaux notamment doivent être légers et aérés. Il faut éviter toute condensation de données ou toute superposition de données dans un tableau ou dans une figure. Privilégions la présentation en noir et blanc et se renseigner sur les autres effets spéciaux. Parfois, des figures en couleur sont bien meilleures ou bien illustrent mieux les résultats qu'une figure en noir et blanc. Et dans ce cas, il faut s'assurer des frais supplémentaires qu'engendrent ces effets spéciaux. Les résultats et les figures doivent être suffisamment visibles et s'assurer aussi que tous les signes correspondant aux analyses statistiques soient bien présents. Une fois que nous avons préparé l'ensemble de ces résultats sous forme de figures ou de tableaux ou tout autre support, tout manque va apparaître. Et c'est à ce moment-là qu'on décide quand est-ce qu'on va y aller vers la rédaction proprement dite. Une fois que nous avons les résultats, on peut maintenant passer à la rédaction de la partie matériel et méthode, ces mêmes méthodes qui ont servi à l'aboutissement des résultats que nous avons préparés et mis de côté. La partie matériel et méthode est probablement la partie la plus facile à rédiger parce que c'est une rédaction de fait réalisée par nous-mêmes au niveau du laboratoire ou bien dans un terrain quelconque d'expérimentation. C'est une section capitale parce que c'est là où on décrit ce que nous avons fait et comment nous l'avons fait, comment nous avons procédé, et donc il va falloir expliquer suffisamment en détail l'ensemble des méthodes utilisées. Ceci nous assurera la crédibilité envers les référés et assurera aussi la reproductibilité pour toute personne qui vient après nous dans le but de refaire cette expérience. Il faut aussi, pendant la rédaction de cette partie matériel et méthode, s'assurer de l'utilisation exacte des formules chimiques, par exemple, des structures moléculaires, suivant les conventions de IUPAC. Pour les espèces, notamment, s'assurer aussi qu'elles sont rédigées suivant les normes d'écriture des espèces et en italique. Et la même chose pour les unités de mesure. Donc tout ça représente des conventions d'utilisation des structures moléculaires ou bien des espèces ou bien des unités de mesure. Les méthodes doivent être citées dans un ordre chronologique qui obéit à une certaine logique, tout en évitant des commentaires et tout en évitant surtout la présentation de résultats ou toute autre discussion. Donc, se borner uniquement à l'écriture de la méthode dans tous ses détails. Seules, dans ce cas, les méthodes nouvelles sont expliquées en détail. Toutes les autres méthodes usitées depuis très longtemps sont évoquées et référenciées. Et au besoin,
on va déterminer les différences ou bien les modifications que nous avons apportées et les raisons qui nous ont poussés à apporter des modifications. Beaucoup de rejets préliminaires et directs d'articles sont dus à des méthodes floues et mal expliquées. Le style de la rédaction de la partie matériel et méthode est exclusivement au passé. Lorsque la partie matériel et méthode est rédigée, on passe à la partie résultats et discussion, et dans ce cas, on présente ce que nous avons trouvé, on le présente et on le discute. Lorsque on présente la partie, ou bien on rédige la partie résultats et discussion, il va falloir s'assurer aussi de la pertinence des résultats que l'on trouve. Les résultats les plus pertinents, encore une fois, sont présentés au tout début pour des raisons d'attraction des lecteurs. Et au même moment, pendant la discussion, on discute pour donner de la signification à nos résultats à travers l'utilisation de références et de va-et-vient entre nos résultats et les résultats des pionniers. La présentation des résultats doit suivre la chronologie de la présentation de la partie matériel et méthode. Durant toute la rédaction, une référence ou bien des références aux figures et aux tableaux doit suivre de la même façon, en commençant par la figure 1 jusqu'à la figure N, du tableau 1 jusqu'au tableau N. La discussion est un véritable espace de comparaison des résultats. C'est dans cette partie qu'on se laisse aller pour proposer des mécanismes, pour comparer les résultats que nous avons obtenus par rapport aux résultats qui ont été obtenus et, bien entendu, de veiller à ce que les références appropriées soient apportées. Tout autre résultat secondaire peut être envoyé séparément sous forme de résultats supplémentaires. La présentation des résultats doit s'accompagner de la logique de conviction par des arguments, notamment lorsque nous avons des résultats contradictoires. Il est plus facile de dire que nos résultats sont en accord avec les résultats des autres chercheurs. Mais lorsque les résultats que nous avons traités et que nous avons trouvés présentent des déviations, présentent des différences, il faut savoir présenter tout ça parce que ça peut être une source d'innovation qu'il faut présenter avec une logique rationnelle, mais jamais avec du sensationnel ou bien de l'imaginaire. À chaque fois, le lien entre le résultat et l'hypothèse de départ doit être démontré. La concordance des résultats par rapport des résultats obtenus dans l'étude en question par rapport aux autres chercheurs doit être renouvelée à chaque fois que possible. Lorsque, encore une fois, ce sont des résultats jugés plus ou moins inattendus, là aussi, il va falloir faire preuve d'explication logique et rationnelle. On peut aller jusqu'à proposer une situation nouvelle basée sur des conclusions rationnelles. Beaucoup de rejets d'articles se sont faits suite à des discussions pauvres. Là aussi, c'est une chose que nous avons constatée plusieurs fois. Lorsque la discussion n'apporte pas d'éléments nouveaux, les référés
s'empresse quand même à rejeter le travail. À la fin du chapitre résultats et discussions, ou bien sous forme d'un chapitre spécifique qu'on appelle conclusion, on peut apporter des conclusions par rapport au travail réalisé. La conclusion doit être courte et directe. Elle doit apporter la signification des résultats que nous avons trouvés. Elle doit démontrer une application, si possible, mais surtout des perspectives de recherche. Les résultats que nous avons discutés auparavant peuvent être compilés sous forme d'une section séparée ou bien être collés à la partie résultats et discussions complètement à la fin sous forme d'un petit paragraphe. Durant la rédaction de la partie conclusion, il ne s'agit pas de citer les résultats une deuxième fois. Il ne s'agit pas de reproduire un résumé et on va se retrouver avec une conclusion qui ressemble au résumé, en grande partie. Et c'est ainsi que lorsque la conclusion n'apporte pas une signification au résultat obtenu, on risque d'essuyer aussi un rejet de la part des référés. Lorsque on commence à rédiger l'introduction, qui représente toute la vision de l'article en termes de revue bibliographique, on doit établir un lien clair et sans équivoque entre le passé et le présent. On doit définir ce qui a été fait et ce qui a abouti à poser un problème scientifique. Le problème qui est posé doit pouvoir aboutir éventuellement à des solutions. Ces solutions, elles sont préconisées à travers de la méthodologie à mener. Et éventuellement, les résultats attendus. Et c'est là qu'il faut avoir une hypothèse de travail et y travailler pour apporter la clarification à cette hypothèse. Dans le cadre de la rédaction de l'introduction, il va falloir s'assurer de la lecture d'articles récents, d'articles de revue, bibliographiques en relation étroite avec le travail que nous avons mené. Même si l'introduction doit être courte et directe, elle doit avoir un aspect global d'abord, donc dans les premiers paragraphes, on va parler globalement, puis on s'enfonce de plus en plus dans le détail. Et c'est pour ça que le dernier paragraphe et l'hypothèse et l'objectif du travail doivent faire l'objet de la culminance de l'introduction. C'est-à-dire, à la fin de l'introduction, l'hypothèse et l'objectif du travail doivent être clairement définis. Le résumé du travail, beaucoup de chercheurs le disent, représente la deuxième source de publicité après le titre. La raison, elle est très simple, c'est que la plupart des moteurs de recherche publient les abstracts et les résumés. Donc, le lecteur, c'est ce qu'il trouve au début. On constate d'abord, on télécharge l'abstract. En lisant l'abstract, on peut décider si on va aller plus loin pour télécharger l'article ou non. Donc nous, en tant que rédacteurs de cet abstract, de ce résumé, nous devons faire en sorte d'inviter le lecteur potentiel à le lire
attentivement dans le but de télécharger l'article. Ça veut dire qu'on doit lui présenter nos résultats d'une manière attrayante, d'une façon à valoriser nos résultats, pour que aussi le lecteur va avoir une certaine compréhension sans même lire la totalité de l'article, pour la simple raison que l'article, plutôt le résumé, donne une signification importante des résultats que nous allons retrouver par la suite dans l'article. Pendant la rédaction du résumé, on ne cite que les résultats les plus significatifs. Donc, tout résultat secondaire est laissé de côté. On ne doit en aucun cas détailler les expériences, ni apporter des interprétations trop détaillées. Mais par contre, on peut apporter, on peut donner, on peut présenter la portée des résultats dans un domaine d'application, par exemple. Donc, toute discussion excessive n'est pas du tout recommandée pendant la rédaction de l'abstract ou du résumé. Le titre de l'article représente la première source de publicité. C'est ce que découvrent les lecteurs, toutes les personnes qui naviguent à travers les différents moteurs de recherche. Donc il va falloir aussi présenter un titre court mais explicatif et éviter des titres trop longs, trop vagues, qui n'expliquent pas grand-chose. Donc il faut y aller dans le vif du sujet. On peut présenter ici un exemple général de type évaluation de l'activité antidiabétique des extraits de Pistachia lentiscus, dans lequel il n'y a aucune explication par rapport au type d'activité, ni par rapport au type d'extrait. Si on révise un tout petit peu ce titre, on peut écrire « Inhibition de l'enzyme alpha-glucosidase par l'extrait hydroalcoolique de Pistachia lentiscus ». Dans ce cas, on aura détaillé l'activité antidiabétique. Elle a été faite sur cette enzyme avec du détail, par exemple, et ce n'est pas n'importe quel extrait de Pistachia lentiscus, mais c'est un extrait hydroalcoolique. Donc ça, on peut bien entendu améliorer ce titre et le réviser plusieurs fois en fonction des résultats les plus attrayants que nous avons trouvés. Donc, il faut à tout prix essayer de mettre en exergue un bon résultat dans le titre. Ceci va permettre une meilleure attractivité. Dans la page qui sert de titre, ou bien ce qu'on appelle aussi en anglais title page, on peut bien sûr citer tous les auteurs, réserver une page entière à la citation des auteurs, de leur affiliation, l'auteur de la correspondance ainsi que son adresse et ses coordonnées pour toute correspondance ultérieure, que ce soit avec l'éditeur de la revue ou bien lorsque l'article est publié avec de potentiels lecteurs. Évitons à tout prix de donner le statut d'auteur à n'importe quelle personne. C'est un statut qui se mérite. Les auteurs sont des personnes qui ont intervenu activement dans le travail tout entier, depuis la conception du sujet jusqu'à sa soumission et son acceptation définitive. Donc, seules les personnes qui ont été associées de près, qui ont travaillé, peuvent avoir ce privilège de co-auteur. Une fois que nous avons
rédiger l'ensemble de ces parties, on peut aussi rechercher un certain nombre de mots, appelés mots-clés, qu'on doit choisir avec minutie, parce que c'est des mots qui sont utilisés pour l'indexation et la recherche bibliographique. C'est très important parce que toute notre rédaction est basée sur la recherche bibliographique. On cherche des articles sur la base de mots-clés. Et notre article va être recherché dans les moteurs de recherche aussi par ces mots-clés. Et il reflète le contenu. Tout à l'heure, je parlais de l'enzyme alpha-glucosidase. Il y a une grande différence en écrivant activité antidiabétique ou bien inhibition de l'enzyme alpha-glucosidase. Il y a une meilleure spécificité lorsqu'on détermine l'enzyme, par exemple. Donc, les mots-clés représentent un véritable label de notre article. Et à la fin, il faut éviter toute abréviation de mots-clés dans la rubrique réservée à ces mots-clés. Et à la fin, c'est ici qu'on remercie les personnes ou les institutions qui nous ont aidés dans la réalisation du travail. Ces personnes ou ces institutions n'ont pas travaillé réellement, mais ils ont fourni une aide précieuse, ils ont mis en place des moyens techniques, des moyens financiers, des programmes de recherche, des projets de recherche. Toutes ces institutions morales ou physiques peuvent bénéficier de nos remerciements, y compris les personnes qui ont fourni une assistance technique au laboratoire, une lecture critique du manuscrit. Vous voyez très bien, même s'ils ont lu le manuscrit, ils ont procédé à une petite édition, ils n'ont pas pour autant le statut de co-auteur. On les remercie pour leur intervention, pour leur aide. Mais ce n'est pas des personnes co-auteurs à part entière. Une fois le travail réalisé, une fois la rédaction terminée, on écrit les références bibliographiques. Il y a quelques années, je dirais même quelques dizaines d'années, la rédaction bibliographique posait un grand problème du manque de logiciels et de connexion Internet, bien entendu. Aujourd'hui, avec le foisonnement des logiciels, l'écriture des références est devenue très simplifiée. Elle est quand même relativement plus facile aujourd'hui que jadis. Les références bibliographiques, d'abord, permettent la reconnaissance. En citant les références, en citant les articles précédents, nous ne faisons que reconnaître, à juste titre, nos pionniers, ceux qui ont travaillé dans la thématique avant nous. Et ils apportent aussi la preuve de notre bonne foi, ou bien de la relation qui existe entre la méthode utilisée et le résultat trouvé. Les citations, on doit utiliser bien entendu les citations scientifiques qui sont en étroite relation avec le travail qu'on vient de réaliser, tout en minimisant les autocitations, les citations de nous-mêmes. En évitant aussi toute citation inopportune, parce que, encore une fois, souvenons-nous ici que on ne peut pas dépasser en général une cinquantaine, peut-être une soixantaine de références bibliographiques, donc il faut rester dans celles qui sont véritablement en étroite relation avec notre thématique de travail, tout en mettant de côté aussi toute publication qui n'est pas rédigée en anglais et toute
observations non publiées ou bien les thèses, notamment celles qui sont dans une autre langue que l'anglais. Aujourd'hui, vous le savez tous que la plupart des publications sont rédigées en langue anglaise. On s'assure aussi que toutes les références utilisées sont citées suivant la norme exigée par la revue, c'est-à-dire comment placer le nom des auteurs, le titre de la publication, l'année de la publication, le nom de la revue, les pages, ainsi de suite. Tout ça représente la fameuse forme exigée par la revue, et c'est ainsi que les éditeurs rejettent à première lecture de bons articles qui ont des défauts de forme. Donc là aussi, il faut s'assurer dans la globalité, que ce soit pour cette partie bibliographique ou pour toute autre partie, que l'article est rédigé réellement suivant les exigences de la revue pour qu'il lui soit donné la considération qui lui sied. En conclusion générale, encore une fois, la rédaction doit veiller au fond et à la forme. Le fond, c'est la qualité des résultats, c'est la qualité scientifique, la forme, c'est leur présentation, et le tout, c'est leur discussion générale. Donc, une bonne présentation associée avec un résultat attrayant nous assure l'envoi par l'éditeur de l'article aux reviewers ou bien aux référés. Les référés eux-mêmes, lorsqu'ils ont l'article entre les mains, ils aimeraient bien avoir un article clair, bien édité, bien écrit, bien rédigé, là où les auteurs ont soigneusement fait attention à toutes les rubriques, et bien entendu, un article qui présente au moins une forme d'originalité, dans la méthode ou bien dans les résultats. En général, la décision d'acceptation par les reviewers est associée avec un apport positif de l'article dans l'avancée de la recherche. L'article apporte-t-il ou non une avancée? A-t-il une portée technologique, scientifique, industrielle ou non? La décision de rejet dès la première lecture, et ça c'est vraiment mauvais, c'est lorsque on présente des méthodes incohérentes, des résultats mal expliqués, des résultats flous et une absence de perspective. En somme, lorsque notre article souffre de présentation et d'originalité en même temps. À la fin, j'aimerais à travers cette présentation présenter mes sincères remerciements à ma collègue mademoiselle Melika Benloukil, qui est maître assistante à la faculté des sciences de la nature et de la vie, qui a apporté une aide technique extraordinaire durant la réalisation de ce travail.